Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé Liban. Et pour commencer notre journal, quoi de mieux que de mettre en lumière une jeune plume libanaise. Maria Mraeb, 28 ans, partage sa vie entre la France et le Liban. Passionnée par les mots, elle a déjà publié 2 ouvrages. Le premier en anglais et le second en français, une réflexion sensible sur la vie, les codes du quotidien et nos manières d'exister. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa nouvelle édition et de ce chemin littéraire qui ne cesse de grandir. Bonsoir Maria et bienvenue sur les plateaux de Télé Liban, précisément dans le journal. Bonsoir Joël et merci beaucoup pour cet accueil. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, d'autant plus que tu es une amie d'enfance. Je peux quand même maintenant te présenter comme une écrivaine accomplie. Alors pour débuter, ton ouvrage, ton nouveau livre s'intitule « Comme un reflet ». Pourquoi ce titre et qu'as-tu voulu refléter à travers ce recueil de poèmes? Alors pour mon deuxième recueil, j'ai voulu choisir comme titre « Comme un reflet » parce que principalement pour moi c'est un miroir de moi-même et du monde entier parce que vraiment dans ce livre de poèmes, j'ai mis beaucoup de moi-même, beaucoup de mes pensées, beaucoup de mes idées, de mes émotions, de mes questions surtout. Mais en même temps, je sais que n'importe qui va lire ce livre, il va se sentir inclus dans ces poèmes et il va se retrouver. Donc c'est des réflexions intimes et universelles en même temps. Donc ce livre a 3 chapitres qui sont intitulés « Chacun son ciel », le même vent et un seule étoile. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce cheminement, cette progression d'idées? Oui, bien sûr. Alors, j'ai voulu faire 3 grands chapitres. Donc, le premier chapitre qui est intitulé « Chacun son ciel » pour vraiment montrer, surtout après ce qui se passe en ce moment dans le monde, pour montrer que vraiment on n'a pas tous le même ciel, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes trajectoires, on n'a pas tous les mêmes horizons, vraiment qu'on vit des vies différentes. Après, je voulais passer au deuxième chapitre qui est sur le même vent pour rappeler aux gens que peu importe on est où dans le monde, c'est le même vent qui souffle, c'est le même vent qui nous touche tous. Et puis on traverse tous les mêmes épreuves de la vie, peut-être pas dans le même moment, mais on traverse tous des peurs, des colères, des rires, des décès, des succès. Donc c'est juste pour rappeler aux gens ça, ce qui est très important. Et puis le troisième chapitre, c'est une seule étoile. C'est pour rappeler aussi qu'au final, au fond, on est tous pareils, on est tous humains. Et on a tous une seule même étoile qui nous unit. Bon, tu vis principalement en France, mais le Liban est ton pays natal et tu es très attaché, tu as un amour très profond à ce pays. C'est vrai, on le ressent d'ailleurs dans tes photos et dans tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Donc, quelle place occupe ce lien avec ton pays, dans ton écriture et dans ta manière de voir le monde? Alors, c'est vrai que je ne vis plus au Liban, que ça fait plus que 4 ans que je suis en France, mais le Liban reste et restera toujours en moi. Donc franchement, le Liban, pour moi, c'est ma première source d'inspiration, c'est mes racines et ça se ressent d'ailleurs, je pense, dans ma manière d'écrire et de vivre surtout. Et puis, je pense aussi que même si dans mon poème, j'évoque beaucoup de sujets universels et très larges, mais j'essaie toujours d'introduire des couleurs et des odeurs du Liban dans mes poèmes. Alors, un dernier mot à tes lecteurs ici au Liban et ailleurs. Alors, si je veux dire un seul mot, je pense principalement c'est aux jeunes Libanais résilients, c'est de leur rappeler de poursuivre leurs rêves, que c'est très important, d'écouter soi-même et peu importe on est où dans le monde, on a tous un ciel à explorer. Et si on n'explore pas, si on ne découvre pas nos passions, on ne trouvera jamais notre place dans le monde. Donc, alors, merci beaucoup Maria, merci pour ce partage et pour la beauté de tes mots. Nous te souhaitons plein de succès avec Comme un reflet, ce livre. Et que ce recueil continue à toucher les cœurs au Liban et même ailleurs. Merci beaucoup. Alors, quant à nous, chers spectateurs, nous poursuivons à présent avec la suite de notre journal. Toujours dans le contexte culturel et éducation, à noter que les écoles publiques fonctionneront encore sur une semaine de 4 jours en 2025-2026. Le ministre de l'Éducation, Rima Karami, a qualifié cette mesure de provisoire, espérant qu'elle sera adoptée pour la dernière année. Israël franchit un nouveau cap dans sa guerre à Gaza. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a ordonné le rappel de 60 000 réservistes pour appuyer l'assaut contre la ville de Gaza,
considéré comme le dernier bastion du Hamas. Cette décision intervient alors même qu'une médiation internationale tente d'imposer une trêve de 60 jours assortie d'une libération d'otages. Selon des responsables militaires, les combats devraient se poursuivre jusqu'en 2026. C'est une mobilisation massive. Israel Katz, ministre israélien de la Défense, a validé le rappel de 60 000 réservistes et donné son feu vert à l'armée pour lancer l'assaut final sur Gazaville. Le plan, approuvé début août par le cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahou, vise à s'emparer de Gazaville et des camps de réfugiés voisins. Objectif, désarmer le Hamas et libérer les otages encore retenus dans l'enclave. Sur le terrain, l'armée israélienne affirme contrôler 75% du territoire après plus de 22 mois de guerre. Elle concentre désormais ses frappes sur le quartier de Zeytoun à Gazaville et sur celui d'Al-Sabra, présenté comme la prochaine cible. Selon la défense civile de Gaza, les bombardements ont déjà fait des dizaines de milliers de morts, en majorité des civils, et plongé la population dans une catastrophe humanitaire sans précédent. Pourtant, 2 jours plus tôt, le Hamas avait accepté une nouvelle proposition de trêve négociée par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, un cessez-le-feu de 60 jours et la libération progressive d'otages. Mais Israël ne s'est pas encore prononcé officiellement. Une source gouvernementale affirme que la position reste inchangée. Pas de fin de guerre sans libération de tous les otages. Des ministres d'extrême droite, comme Itamar Ben-Gvir, mettent même en garde contre une tragédie si Benjamin Netanyahou acceptait un accord partiel. 49 personnes sont toujours retenues à Gaza, dont 27 seraient mortes selon l'armée. Les familles, elles, continuent de réclamer un accord rapide. Depuis le 7 octobre 2023, la guerre a coûté la vie à plus de 62 000 Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza et à plus de 1200 Israéliens lors de l'attaque initiale du Hamas. L'ONU dénonce un territoire au bord de la famine. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cette semaine sur le dossier humanitaire. Israël, de son côté, maintient sa stratégie militaire. Une réponse officielle à la proposition de trêve est attendue avant la fin de la semaine. Donald Trump a assuré que les États-Unis pourraient apporter un soutien aérien à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie, tout en excluant l'envoi de soldats au sol. Une position réaffirmée après de nouvelles discussions à la Maison-Blanche, alors que les Européens réunis en visioconférence multiplient les concertations pour définir les futures garanties de sécurité à Kiev. Le président américain Donald Trump a réuni son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky aux côtés de dirigeants européens. Objectif, avancer sur la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donald Trump a confirmé sur Fox News qu'il était prêt à offrir un soutien militaire aérien à Kiev, mais sans aucun soldat américain déployé au sol. Une mission, dit-il, qui incombera aux alliés européens. La Russie, de son côté, exige que tout accord de paix prenne en compte sa propre sécurité, ainsi que celle des populations russophones en Ukraine, un argument déjà utilisé en 2022 pour justifier son invasion. En parallèle, la coalition dite des volontaires, qui regroupe une trentaine de pays essentiellement européens, s'est réunie en visioconférence, coprésidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Elle doit préparer les modalités d'une éventuelle force de réassurance post-conflit. Pour les négociations à venir, plusieurs hypothèses circulent. Genève, proposée par Emmanuel Macron, ou même Budapest, évoquée dans la presse américaine, pour accueillir une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, éventuellement en présence de Donald Trump. Mais le président français reste prudent, rappelant que Poutine est, selon lui, un prédateur, une menace pour l'Europe. Kiev partage cette méfiance. Beaucoup estiment que la Russie pourrait reprendre les combats même après un accord de paix. Sur le terrain, dans l'est de l'Ukraine, les combats se poursuivent et la population exprime son scepticisme. Poutine a violé tous les accords, confie un soldat ukrainien. Si nous cédons du territoire, il reviendra dans 6 mois ou 1 an. Les Européens appellent à ne pas forcer l'Ukraine à céder du territoire, mais Donald Trump, lui, demande à Volodymyr Zelensky de faire preuve de souplesse, notamment sur le Donbass. Autant dire que les lignes de fracture persistent à l'approche d'un sommet qui s'annonce décisif.
Sur ce, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.